Corps à corps à corps. Corps à corps. Alors pour ce corps à corps, on va parler d'un sujet importantissime, puisque je pense qu'il n'y a ne serait-ce que 5 ans, personne ne s'imaginait en France qu'on puisse finir en garde à vue pour une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, mercredi 5 novembre dernier, Jean-Eudes Gana, un militant identitaire fondateur du mouvement Chouan, dans l'ouest de la France, a été convoqué par la gendarmerie et a subi 48 heures de garde à vue pour avoir, dans une vidéo, pointé la présence d'Afghans devant le Leclerc de Segré, sa ville natale. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Nous allons y revenir avec lui dans quelques instants. Mais le plus grave, c'est que ce fait n'est pas isolé et que dans toute l'Europe, de l'Allemagne à la Roumanie, du Royaume-Uni à la Pologne, à travers tout ce vieux continent dans lequel le monde entier voit depuis tant de siècles une terre de liberté, eh bien des persécutions judiciaires, bancaires, médiatiques, politiques visent directement des organisations patriotes, que ce soit des partis, des militants, des médias. Et c'est simplement ces organisations patriotes qui ont le défaut de rappeler le droit des peuples européens à exister. Et c'est précisément ce dont nous allons parler ce matin avec Romain Petitjean et David Engels. Mais d'abord, nous allons donner la parole au principal intéressé, à savoir Jean-Eudes Gana, qui ne pouvait pas être disponible en direct pour cette émission, mais qui a eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes plus tôt ce matin, et on l'écoute. Jean-Eudes Gana, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de prendre quelques minutes pour témoigner à notre antenne ce matin. On sait que vous avez subi une semaine compliquée, donc merci d'avoir pris le temps de venir témoigner à notre antenne ce matin. Je vais simplement rappeler les faits qui vous concernent et qui ont donc défrayé la chronique et les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Mardi 4 novembre dernier, si je ne m'abuse, vous êtes vous sortez du Leclerc de Segré, là où votre ville natale, je crois, et vous publiez une vidéo, beaucoup qualifieraient d'anodine. Je vous propose de l'écouter et puis ensuite de revenir sur ce qui vous est arrivé par la suite. Donc c'était mardi en fin de journée à Segré, dans le Maine-et-Loire. Salut à tous, vous voyez, là je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, 10 000 habitants je crois. Depuis quelques années maintenant, tous les soirs, on est comme ça. Voilà, à la sortie, on se demande un peu ce qui se passe. Mais en gros, t'as des réfugiés afghans qui traînent. Voilà, toujours au Leclerc en train de t'acheter de la bouffe, à rien branler. Bienvenue dans la campagne française. Voilà, une vidéo, je pense que beaucoup qualifieront d'anodine. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de propos plus polémiques que ça. Mais toujours est-il que le lendemain, vous avez été appelé par la gendarmerie. Puis je vous laisse nous raconter ce qui est arrivé par la suite. Oui, tout à fait. J'étais à Segré, donc dans la ville où j'ai grandi. D'abord, merci infiniment de me recevoir. J'étais à Segré, dans la ville où j'ai grandi, et moi qui fais assez peu de vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit moment de ras-le-bol, comme on en a tous, et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de l'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est voilà, bon, peut-être fût-ce providentiel. Toujours est-il que je fais donc cette petite vidéo, et le lendemain à midi, j'ai été appelé par la police car une enquête était ouverte suite à une plainte donc des 4 Afghans qui figurent assis en tenue traditionnelle par terre sur la vidéo, parce que ils sont là tous les soirs, eux ou d'autres congénères, et donc j'ai été convoqué par la police, et suite à cela, je me suis retrouvé en garde à vue durant 48 heures, convoqué par la gendarmerie plutôt, en garde à vue durant 48 heures, où j'ai enchaîné les auditions pour finir par être emmené à Angers pour une comparution immédiate. Finalement, le parquet a changé d'avis. Je ne suis pas passé en comparution immédiate, mais je suis donc sous contrôle judiciaire. Et à l'heure où je vous parle, j'ai interdiction de retourner dans ce Leclerc dans lequel je fais mes courses depuis que je suis enfant. Tandis que eux, évidemment, ont le droit d'y retourner. Il n'y a pas de souci pour faire la manche. Et j'ai également l'interdiction d'utiliser un certain nombre de réseaux sociaux pour la durée d'1 mois. Voilà, le parquet souhaitait que j'en sois interdit pour 6 mois de tous réseaux sociaux. Là, c'est seulement certains pour 1 mois, mais c'est assez symbolique de ce système qui préfère la France créolisée qui ne travaille pas à la France enracinée qui travaille et fait ses courses. Et puis c'est symbolique d'un système où là on n'a même plus le droit de diffuser le réel, parce que bon, effectivement il y a un propos un peu à la limite provocateur, mais enfin qui n'a plus le droit de provoquer en France sur les cousins des talibans, mais qui si ça aujourd'hui fait l'objet d'un jugement, c'est que vraiment on est dans une entrave à la liberté d'expression qui est très inquiétante. Et d'ailleurs, alors on va quand même préciser que la justice a expliqué que c'était ces Afghans en question qui avaient porté plainte, et d'ailleurs qui sont censés être de nationalité française, c'est ce qu'avait
dit la justice au moment de vous auditionner, mais c'est quand même symptomatique d'un système où on peut finir en garde à vue pendant 48 heures. D'ailleurs, peut-être revenir sur les conditions de votre garde à vue, parce que effectivement, c'est pour le commun des mortels, en tout cas, c'est pas une habitude de tous les jours. Enfin, en tout cas, ça n'est pas encore le cas. Vous avez subi aussi des auditions, je crois, sur des questions qui portaient sur votre vie personnelle, qui n'avaient plus rien à voir avec la vidéo. Tout à fait. D'abord, mon épouse a été convoquée elle-même pour une audition. Alors, c'était une audition libre, mais c'était, à mon sens, un moyen de faire pression de manière assez inique. On ne lui a posé les questions que sur notre famille, où étaient scolarisés les enfants, depuis combien de temps vivions-nous dans notre maison, étions-nous propriétaires. On lui a demandé des détails sur ma vie professionnelle, parce que je suis un entrepreneur à mon compte. Voilà. Et moi-même, durant la plupart des auditions, en réalité, on m'a assez peu parlé de l'affaire. Il y avait des questions sur l'affaire, mais on m'a très souvent posé des questions personnelles, des questions sur ma famille, sur quelles relations j'entretenais avec mes enfants, avec mes frères et sœurs, etc., etc. Donc c'est évidemment un moyen de faire pression. Je pense que pour beaucoup de gardés à vue, ce type de questions aurait laissé l'impression qu'on allait se faire retirer la garde de nos enfants. Je pense que c'était le but. En tout cas, personnellement, c'est ce à quoi j'ai pensé. Je pense que c'est une manière de nous intimider psychologiquement, mon épouse et moi. Et ça traduit en effet une restriction et un recul de la liberté d'expression absolument effarant. C'est l'aboutissement, je l'ai dit, du carcan intellectuel commencé avec les lois Pleven et Guesso, et qui, avec les lois Avia et un certain nombre de lois depuis, ne cesse de restreindre notre liberté en la matière. Oui, c'est effectivement très grave. Et on peut peut-être remonter un peu d'ailleurs d'un échelon, parce que donc c'est la police qui vous a posé ces questions, mais ça venait du parquet d'un procureur qui s'appelle Éric Bouillard, et auquel vous avez déjà eu affaire par le passé. Donc ça traduit peut-être aussi une sorte d'animosité personnelle. Oui, tout à fait. Il s'avère que mon épouse, en 2023, a accouché seule de notre troisième enfant, parce que j'étais en garde à vue. Les gens vont croire que je suis un habitué des gardes à vue et un grand bandit, mais j'étais en garde à vue pour m'être défendu lors des émeutes pour Naël. Et j'ai d'ailleurs été relaxé en première instance pour perdre ensuite à la cour d'appel, mais relaxé en première instance, ce qui prouve bien que ma culpabilité n'était pas évidente. Et d'ailleurs, je la conteste. Je m'étais défendu face aux émeutiers pour Naël. Et quelques jours après, une semaine après, j'ai donc été convoqué, mis en garde à vue. Et le procureur avait souhaité que je passe en comparution immédiate et donc que je passe 1 ou 2 nuits en cellule, alors que je lui avais dit que mon épouse était sur le point d'accoucher, que les émeutes étaient terminées et qu'il était tout à fait possible d'attendre 1 semaine pour me juger. Mais il n'avait pas cédé et donc mon épouse avait accouché seule. Toutes ces choses-là montrent bien une forme d'animosité personnelle, je crois, du procureur de la République, tant et si bien que j'ai fini par poser la question de savoir s'il pensait que j'avais couché avec son épouse ou pas, parce que pour me poursuivre autant de sa haine et de sa hargne, j'espère qu'il a des motifs légitimes. D'accord. En tout cas, j'imagine que c'est pas le cas. Enfin, je veux pas. Non, c'est pas le cas. Trahir de votre vie personnelle, mais en tout cas, voilà. Donc, merci. Je rappelle aussi que vous avez posté suite à votre garde à vue. Donc, vous avez passé 48 heures entre mercredi et vendredi, je crois. Vous êtes actuellement sous contrôle judiciaire. Vous avez alors, quel est le motif d'abord qui a été retenu, parce que pour vous condamner, enfin pour vous placer sous contrôle judiciaire? Alors, tout d'abord, le délit au départ était provocation à la haine en fonction de l'ethnie, de la religion ou de la nation. Je crois qu'ils sont en train de modifier cela par une injure publique. Et le motif pour me placer en contrôle judiciaire, je crois que c'est pour éviter que je puisse faire pression sur les victimes. Voilà, quelque chose quand même dommage. Voilà, ce serait quand même dommage que des gens qui ont fui la guerre se retrouvent en plus attaqués par des hordes d'autochtones sanguinaires. Et vous avez plus le droit, je crois, vous l'avez dit, mais d'aller au Leclerc. C'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, vous pouvez plus faire vos courses dans le magasin de votre enfance parce que vous avez pointé du doigt la présence de personnes à son bord qui, elles, apparemment, y vont depuis moins longtemps que vous, en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis qui, à mon avis, ont un pouvoir d'achat, quoique je ne sois pas très fortuné, mais un petit peu inférieur au mien, et qui, sinon, ils feraient pas la manche devant le Leclerc comme ça toute la journée.
Et bon, je sais pas tellement que j'aime faire les courses et aller dans les supermarchés, mais en effet, symboliquement, c'est quand même le petit remplacement le petit remplacement de trop. Alors, je vous avais posté suite à ça un message extrêmement bien écrit, beau sur les réseaux sociaux. Je vais vous en lire un extrait, mais quand même, ça symbolise aussi votre état d'esprit. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'il faut jamais se montrer abattu dans ce genre de situation. Je vous cite: à ceux qui se sont inquiétés, qu'ils se rassurent, je vais très bien. J'ai passé 48 heures entre quatre murs, certes, mais de nombreux camarades combattants historiens y ont passé bien plus de temps. Et nos pauvres adversaires qui ont fait profession de nous surveiller, de nous brimer, passent leurs existences entières derrière les barreaux, bien plus pernicieux. Au mépris qu'ils m'inspirent s'ajoute une infinie pitié, car derrière leurs barreaux à eux, sous la lumière tiède de leur néon, il n'y a plus ni rêve, ni espoir, ni pardon, ni vie intérieure. Seulement l'enchaînement froid du mensonge et de la procédure, la petite promotion dans le cursus des honorums. Tandis que même dans l'obscurité crasseuse d'une cellule, rien ne peut éteindre les 1000 soleils que j'ai dans le cœur, les feux de l'espérance et les marques d'affection que sans lire ni entendre, j'ai ressentis sans peine. Voilà, c'est très beau, et puis surtout ça symbolise quelqu'un qui a décidé qui est convaincu qu'il est du bon côté de l'histoire, on va dire. Oui, je suis absolument convaincu, et je suis absolument convaincu que nous allons finir par gagner. Donc, en effet, il en faudra plus pour nous démoraliser. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y aura peut-être des suites? Vous allez peut-être répondre, répliquer juridiquement à cette procédure? Alors, tout d'abord, bon, je vais être jugé le 6 mai. Je vous convie tous. Il y aura vraisemblablement une manifestation de soutien devant le tribunal. Et de mon côté, à Angers, hein. Oui, tout à fait. Et de notre côté, avec mon conseil, nous étudions la possibilité d'engager une procédure contre Monsieur Bouillard. Je crois qu'il est possible il y a un ordre national des parquetiers, dirais-je. Ça doit pas être le mot exact, et qu'il est possible de faire des procédures pour éventuellement mettre hors d'état de nuire des gens qui manqueraient gravement à la déontologie. Alors voilà, c'est raison de plus pour nous aider financièrement, parce que toutes ces procédures sont coûteuses, mais c'est aussi pour vous protéger, chers auditeurs. Absolument, puisque qu'on partage ou non les idées de Jean-Luc Gana, ça crée un précédent qui est quand même gravissime. Et d'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui veulent le soutenir, donc il y a une cagnotte en ligne, on mettra le lien en description évidemment, pour vous soutenir dans vos actions judiciaires. Merci beaucoup Jean-Luc Gana, et vous serez évidemment toujours le bienvenu pour venir vous exprimer sur Tocsin, avec ou sans contrôle judiciaire. Je rappelle que vous êtes donc président et fondateur du mouvement Chouan et chroniqueur sur la matinale de nos confrères et amis Radio Courtoisie. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, et donc pour ceux qui veulent en savoir encore plus sur cette affaire, sachez que Jean-Luc Gana a fait une émission d'hier d'1h30 sur la chaîne Ligne Droite donc de Radio Courtoisie, pour laquelle il est chroniqueur. Donc je renvoie à cette vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette affaire personnelle. Mais nous, on va essayer d'élargir à toute l'Europe, puisque c'est toute l'Europe qui est jugée qui est touchée par cette vague liberticide. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec deux personnes qui connaissent bien le sujet. D'abord David Engels. Bonjour David Engels. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Zakodni de Poznan et auteur, entre autres, de Défendre l'Europe civilisationnelle aux éditions Salvator. Et puis nous sommes avec Romain Petitjean. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin également, directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Institut Iliade qui a été touché aussi par ces abus de pouvoir de la justice et abus bancaires aussi, puisque je crois que vous avez eu vos comptes bancaires fermés. Mais nous avions reçu il y a quelques mois pour l'interdiction d'un colloque consacré à Dominique Vénère, auquel en tout cas ne participaient que des gens qui n'avaient jamais été condamnés par la justice. Donc vous connaissez très bien de près ce sujet. D'abord, je vais peut-être vous demander à chacun une réaction sur l'affaire de Jean-Luc Gana en lui-même, et puis ensuite on va réagir. Je commence par vous, Romain Petitjean. Écoutez, il a répondu à beaucoup d'interrogations dans l'entretien qu'il vous a donné. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est une forme d'effet cliquet, c'est-à-dire on a toujours une couche qui se rajoute dans la répression des faits, des gestes, mais surtout des idées. C'est-à-dire que on est dans un pays où il y a le crime de pensée, et c'est une succession de lois qui ont été citées, 72 Pleven, Guesso 90, Taubira 2001. Et donc cet effet cliquet, il a pour effet des moments un peu spectaculaires comme celui-là, qui ont été salutaires, puisqu'on a vu une forme de solidarité autour de Jean-Luc Gana, puisque tout le monde était un peu
choqué par la distorsion, par le manque de proportionnalité, et puis surtout par la célérité de la justice qui est absolument lente pour les crimes et délits du quotidien. Et le risque de ces effets cliqués, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on va toujours, c'est une forme de course en avant dans la répression des idées et de la possibilité de montrer le réel, tout simplement, et qui va s'accompagner, et c'est ça le plus dangereux, d'une forme d'autocensure des Français. C'est-à-dire, on intègre inconsciemment ou consciemment que on n'a pas le droit à la parole, on n'a pas le droit de critiquer l'immigration, on n'a pas le droit de montrer ça, donc on ne le fait pas. Et il y a effectivement une anarcho-tyrannie qui s'installe, où les Français, qui sont le peuple historique dans leur propre pays, n'ont plus le droit à la parole. C'est extrêmement grave, et il faut une mobilisation de tous, des médias et des personnalités politiques, publiques, pour le dénoncer. Encore une fois, j'insiste, chers auditeurs, j'imagine que les 5700 personnes qui sont en direct ce matin sur YouTube ne partagent pas toutes les idées de Jean-Luc Gana, mais là, on parle pas des idées, on parle de quelque chose, on parle de la liberté simplement de s'exprimer, d'exprimer des idées. Là, Jean-Luc Gana a été jugé uniquement pour avoir diffusé une vidéo dans laquelle il montre la réalité de son quotidien. En tout cas, une bonne nouvelle quand même, vous l'avez souligné, Romain Petitjean, la justice n'est pas forcément laxiste. Voilà, quand il faut agir, que ce soit pour Jean-Luc Gana ou pour condamner François Fillon et le rendre inéligible, là, en revanche, on est très rapide. David Engels, peut-être aussi une réaction. Oui, tout à fait. Romain Petitjean a déjà dit l'essentiel, mais moi j'ajouterais peut-être à cette question que d'abord il y a un écart absolument incroyable entre ce que la justice fait, donc certains cas ciblés comme ceci ou d'autres. Je veux dire, on pourrait trouver aisément en 2-3 clics des douzaines, voire des centaines d'appels à la haine qui viendraient d'autres milieux, essentiellement islamistes, et qui se circulent sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, sans qu'il y ait aucun problème. Donc il y a vraiment un écart très clair qui montre que cette décision elle est très politisée. Et puis l'autre aspect que j'aimerais bien peut-être souligner aussi dans ce cas-là et qui a déjà été aussi laquelle on a déjà fait allusion, c'est l'absolue nécessité de solidarité. On est là vraiment dans une situation où beaucoup de personnes aussi de la droite ou des conservateurs se sentent très seuls, souvent sont aussi en effet très seuls. On a d'autres milieux où des gens qui vont pour un véritable crime en prison sont fêtés dans leur milieu, sont accueillis dans les prisons comme des héros, sortent de la prison et trouvent qu'on leur déroule le tapis rouge comme étant des martyrs de la cause, etc. Donc on a vraiment certains milieux pour qui le passage par la justice ou la prison est plutôt un genre d'adoubement, alors que dans les milieux conservateurs, justement, qui, et heureusement d'ailleurs, insistent sur l'ordre, sur la nature correcte des procédures, etc., le fait d'avoir des soucis avec la justice est toujours vu comme quelque chose d'extrêmement problématique et qui aboutit très souvent à la destruction de famille, à la perte de l'emploi, à la perte du cercle d'amis. Donc dans ce cas-là, il faudrait vraiment de plus en plus réfléchir, au moins dans les cas où c'est justifié. On va pas non plus maintenant confirmer toutes les exactions extrémistes, mais je veux dire dans les cas où clairement on a affaire avec une justice qui est politisée, il faudrait vraiment réfléchir comment faire en sorte que des gens qui subissent injustement des traitements de ce style-là ne se retrouvent pas marqués au fer rouge pour le reste de leur vie. Je crois que ça, c'est assez important de souligner. Et dans ce sens-là, la cagnotte, par exemple, mise en ligne spontanément, est un très beau premier pas. Mais les frais de justice sont parfois absolument incroyables. Récemment, il y avait un cas en Allemagne d'un professeur d'université qui avait été poursuivi, qui a perdu son job parce qu'il avait habité mur à mur avec une famille d'éditeurs de journal de droite. Et donc rien que ça a mené au fait qu'il soit radié de ses fonctions, qu'il perde son job pendant des années. Attends, c'était quand ça? En Allemagne. Quand est-ce que c'était? Il y a quelques semaines, en fait. Donc il y a eu un professeur article qui habitait, qui était voisin. En effet, un professeur d'université anonyme qui habitait à côté des éditeurs du magazine Compact en Allemagne. Et vu qu'il avait côtoyé ces personnes qui étaient ses voisins immédiats, il a monté ça a peut-être les abouti poubelles.
Ouais, Voilà, très ça avait grave, abouti dans un rapport de service secret et c'était notamment l'élément essentiel qui avait mené au fait qu'il avait perdu son job. Mais ce à quoi je voulais venir pour ça, c'est que finalement, après des années, je crois, de procédures juridiques, il a eu raison, mais finalement, il a dû dépenser 50 000 euros Ah. en frais de justice. Et heureusement, en tant que professeur de l'université, il pouvait à peu près se le permettre de garder raison, mais finalement, beaucoup de gens, surtout de militants simples, ne peuvent pas se permettre cela. Donc, il faut Évidemment. vraiment un système de solidarité. Ouais, donc chers auditeurs, faites attention à qui est votre voisin. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, c'est vraiment c'est gravissime. On va parler. Vous avez raison, David Engel. Vous avez souligné le fait que effectivement les partis conservateurs sont attachés à l'ordre et à la justice, mais quand l'ordre lui-même devient facteur du désordre et quand on criminalise la pensée, on va dire qui paraît pourtant anodine dans tout le reste du monde, à savoir de vouloir rester maître chez soi, ça devient compliqué. Il faut effectivement revoir cette doctrine. Mais d'abord, je voulais quand même insister sur cette solidarité spontanée qui s'est mise en œuvre vis-à-vis de Jean-Eudes Gana, notamment impulsée par Ligne Droite puisqu'il est chroniqueur là-bas. Et on a vu Liselotte Dutreuil, qui donc l'animatrice de la matinale de Ligne Droite, qui a lancé une vidéo qui a été extrêmement virale, qui a été reprise même au-delà des frontières françaises par des grands influenceurs comme Tommy Robinson. Je vous montre cette vidéo et puis on en parle ensuite. Hier soir, j'ai appris que notre chroniqueur sur Ligne Droite, Jean-Eudes Gana, avait été placé en garde à vue parce qu'il a posté une vidéo sur TikTok pour montrer les migrants afghans qui zonaient aux abords de son supermarché dans sa ville de campagne. Évidemment, il est inadmissible de mettre quelqu'un en garde à vue simplement parce qu'il ose montrer le réel, que d'ailleurs expérimentent tous les Français chaque jour, un réel qui est chaotique. Alors on comprend bien que ça dérange le pouvoir en place quand on met en lumière justement ce qui se passe en France partout, puisqu'ils essayent sans arrêt de l'invisibiliser, mais il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et donc, puisque ça les dérange qu'on montre le réel, puisque les gens qui le font vont finir en garde à vue, ben moi j'invite tout le monde à le montrer, ce réel. Donc je vais commencer, je vais vous montrer le quotidien d'une jeune femme qui doit simplement aller prendre le train à Paris, qui se retrouve donc dans les quartiers sordides. Et puis j'invite tout le monde à faire pareil. Voilà, donc ça a lancé un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Montrons le réel, qui est donc devenu assez viral. Donc ça montre quand même une vague de solidarité, Romain Petitjean, mais vague de solidarité qui parfois a du mal à franchir les frontières des partis politiques. On pense par exemple, alors donc Éric Zemmour, Marion Maréchal ont notamment apporté leur soutien à Jean-Eudes Gana, mais un parti comme le RN s'est montré beaucoup plus timide, alors même que Marine Le Pen est victime de cette politisation de la justice plutôt, et qu'elle est actuellement inéligible si pour une élection en 2027. Et pourtant, on a du mal, le RN a du mal à se positionner là-dessus. Là où, par exemple, dans les partis de gauche, eh bien, c'est beaucoup plus rare de voir des partis politiques désavoués, des militants même radicaux. Voilà, je sais pas ce que ça vous inspire, Romain Petitjean. Là, vous l'avez dit, la liberté d'expression, elle est insécable. On ne peut pas prendre des petits bouts et dire, ben, celle-ci, on va la défendre, et celle-ci, elle ne me concerne pas trop parce que j'aime pas la couleur des cheveux ou des yeux de celui qui la défend. C'est un bloc, donc c'est un principe à défendre. En l'occurrence, c'est vrai qu'il manque peut-être un lien entre les activistes, les intellectuels aussi, les activistes de terrain et les intellectuels, avec la caisse de résonance que peuvent être des gros partis d'opposition. En France, le lien ne se fait pas toujours avec des gros partis d'opposition comme le RN. C'est dommage, il faut pas insulter l'avenir. On peut tout à fait retrouver une forme d'équilibre dans l'avenir. C'est important. On voit bien, par exemple, je vais vous citer le cas de l'Institut Iliade. On a eu un dîner de gala qui a été dénoncé, qui était pour l'ouverture d'un lieu de promotion et de défense de la civilisation européenne. Il y a un média d'extrême gauche. C'est Libération, c'est Libération qui a fait un article dessus. Voilà, c'est Libération qui fait un papier à charge en transvestissant la réalité, en utilisant des termes qu'on n'a jamais utilisés. Derrière, un parti politique reprend le terme pour nous attaquer. Derrière, des officines qui sont financées par l'État, des LICRA, des SOS Racisme, etc., nous attaquent. Tout ça nous mène jusque devant les tribunaux. C'est toute une espèce de
de manœuvres, d'ingénierie politique qui se met en place entre les partis politiques, les activistes, les intellectuels, les médias. Il est très important à droite de réussir à créer ce système qui permette de se défendre et d'exprimer la réalité de la population. Je voulais revenir aussi sur ce que vous avez dit, l'excellent mot d'ordre de Liselotte Dutreuil sur le réel. C'est bien ce qui nous différencie de la gauche. Je vous rappelle que la gauche, c'est l'utopie égalitariste. On vit totalement dans l'utopie et on essaye de faire rentrer le réel dans ces schémas de pensée idéologiques et on va façonner le monde à coups de loi, à coups de mots d'ordre, en voulant le faire rentrer dans son utopie. Le réel, la droite, c'est partir de la réalité du terrain, de la réalité de ce qu'est la nature humaine, de la nature qu'on constate, de la réalité du terrain. Donc c'est un excellent mot d'ordre. La réalité, c'est ce à quoi les Français, les Européens sont confrontés. C'est-à-dire le remplacement ethnique sur leur propre terre des peuples historiques, c'est la marchandisation du monde, c'est la baisse des libertés. Il faut partir du réel pour mener une politique. Donc c'est un excellent mot d'ordre que j'invite tout le monde à reprendre. Mais on l'invite également. David Henkel, je voulais revenir avec vous. On va élargir un peu le spectre parce que c'est toute l'Europe qui est touchée par cette vague liberticide. Je me souviens qu'en janvier 2024, donc il y a plus d'un an, on vous avait reçu, Nicolas Vidal vous avez reçu chez nous pour parler de ce qui se passait en Pologne, où vraiment il y avait l'AFP polonaise, si ma mémoire est bonne, enfin en tout cas l'équivalent, qui avait été perquisitionné et après l'arrivée au pouvoir du gouvernement centriste et prétendument libéral, respectueux des valeurs européennes, avait fermé cette chaîne tout simplement puisqu'elle était reliée au parti PiS. Enfin, je pense sur votre contrôle, mais vous nous reprendrez. On a eu en Allemagne également l'AfD qui donc maintenant est suivi par les renseignements, les services secrets parce que c'est un parti extrémiste et donc les autorités ont des moyens de surveillance et de contrôle et d'infiltration, y compris dans les communications privées des dirigeants de l'AfD, donc qui est quand même le deuxième, en tout cas dans les deux premiers partis d'Allemagne. On a également ce qui s'est passé en Roumanie avec l'annulation des élections qu'avait porté Călin Georgescu au second tour, et puis la campagne avec, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais l'autre candidat au mois de mai qui avait donc été évincé, enfin battu au second tour aussi. La Géorgie, la Moldavie, pardon. Georges Simeon. Simeon, pardon, excusez-moi, absolument. Au Royaume-Uni, Tommy Robinson qui a eu un procès et puis des gens qui sont souvent emprisonnés pour des tweets ou des partages de contenu patriote. Donc voilà, on voit que c'est une vidéo qui touche toute l'Europe et c'est surtout un renversement civilisationnel puisque l'Europe était vue aux yeux du monde entier comme une terre de liberté et ça rappelle quand même le discours que J.D. Vance avait tenu il y a à peu près un an aussi à la conférence de Munich, mais on est en plein dans ce phénomène-là. Oui, absolument. Vous avez bien résumé toute une série d'éléments. D'ailleurs, en Pologne, c'était même pas seulement la AFP, enfin le service de presse polonais, c'était même la radio publique et en plus la TV publique. Donc c'était vraiment les trois qui le même jour avaient été occupés par les forces de l'ordre, avaient été razziés et où le personnel avait totalement été remplacé. D'ailleurs, moi-même, j'en suis un tout petit peu un exemple parce que vous m'aviez présenté aussi comme travaillant à l'Institut Zachodny, mais je n'y suis plus. Tout comme tellement d'autres personnes, dès l'avènement de Tusk, moi aussi j'ai perdu toutes mes fonctions en fait, oui. De manière très 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 différente, mais voilà, à peu près tout le monde a été mis directement, indirectement, par beaucoup de moyens devant la porte, souvent même illégaux. Un très bel exemple, c'est que j'avais parlé récemment encore avec une collègue qui travaillait dans un consulat polonais, un service de consulat polonais à l'extérieur, et qu'on a mis à la porte alors qu'elle était enceinte, et quand elle a dit que c'était totalement illégal, on lui a dit très officiellement, écoutez, on sait bien que c'est totalement illégal, mais de toute façon, faites-nous un procès, on va en discuter dans 4 ou 5 ans quand le procès sera décidé, mais là, hop, à la porte, videz votre bureau pour demain, quoi. Donc c'est un peu ça qui commence à devenir
assez banal partout en Europe. Oui, on peut presque l'appeler de persécution, en tout cas ciblée de forces conservatrices. Et je crois que le moment n'est pas anodin, parce que disons le système de gauche libérale est évidemment sous pression de deux côtés. D'un côté, évidemment, les conservateurs qui partout en Europe deviennent de plus en plus importants, et puis d'un autre côté aussi la pression des États-Unis. Et vu que là on a vraiment un retournement de situation où généralement c'était plutôt de Washington que venait le support financier et politique de la gauche européenne, et là maintenant on a subitement la droite qui se trouve plutôt, ou en tout cas une certaine droite, qui se trouve, disons, subventionnée potentiellement par les États-Unis. Ben là, maintenant c'est la dernière occasion finalement pour le système de stabiliser encore, au moins pour quelques années, son pouvoir. J'en parlerai la semaine prochaine sur ligne droite, mais c'est relativement clair qu'on essaye de gagner du temps et d'essayer de survivre autant d'années que possible, jusqu'à ce que peut-être le système soit de toute façon tellement moribond, et qu'on soit confronté à probablement déclin et fragmentation de l'Europe, que de toute façon, peu importe ce qui viendra après, on pourra bien donner le pouvoir à la droite, parce qu'on pourra alors l'accuser d'avoir finalisé quelque part l'autodestruction de ce qui reste de l'Occident. Oui, d'ailleurs, on revoit la chronique de François Coq tout à l'heure, qui nous expliquait qu'Emmanuel Macron avait sciemment dissimulé donc c'était officiel maintenant, puisque Bruno Le Maire l'avait révélé, a sciemment caché l'insincérité des comptes publics, le dérapage du déficit public français, en espérant derrière, avec la dissolution, rendre le pouvoir au RN. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas c'est évident. Romain Petitjean, vous aussi, peut-être un mot sur ces persécutions à travers l'Europe, et qui sont d'ailleurs multiformes, qui ne concernent pas seulement la justice, qui concernent aussi par exemple les banques. Donc on a beaucoup de fermetures de comptes bancaires, vous en savez quelque chose, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi TV Liberté notamment qui a connu ces problèmes-là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le phénomène de débancarisation qui est absolument massif. Martin Sellner, je crois, on est à l'ouverture de son 40e ou 50e compte en banque. Il en a trouvé un en Géorgie, alors que c'est tout simplement un homme politique de premier plan qui n'arrive pas à trouver de compte en banque. Et la loi, en France en tout cas, je connais moins la législation dans les autres pays, permet tout à fait, au nom de la lutte contre le blanchiment, de fermer de façon autoritaire et unilatérale les comptes en banque d'associations ou de personnalités exposées. Et sans besoin d'invoquer de motif, quand même. C'est important. Sans besoin d'invoquer de motif, exactement. Il y a un député de Modem qui tente depuis 2 ans de mettre fin à cette manœuvre totalement inique, parce que c'est un détournement de la loi. Au début, c'est pour attaquer les islamistes, la mafia, etc. Absolument pas pour empêcher la liberté d'expression. C'était tourné une fois de plus. Donc il y a un phénomène de débancarisation. Il y a un phénomène aussi des antifas. Là, nous étions justement avec David Engels à Halle an der Saale, en Saxe, en Allemagne, pour un week-end, un grand colloque, une grande foire aux livres, on va dire de la droite alternative, qui a été un succès. Ça a été assez surprenant et très salutaire. Mais vous avez ce principe en Allemagne, vous avez les antifas qui sont à l'entrée de la manifestation et qui prennent méthodiquement en photo chaque participant. De fait, les antifas sont noyautés par la Staatssicherheit, par la police d'État, qui noyote ces pseudo-groupes d'opposants pour contrôler les partis patriotiques, identitaires. Et c'est une manœuvre très très bien rodée, puisque le président fédéral social-démocrate Frank-Walter Steinmeier a annoncé hier, alors qu'on fêtait la chute du mur en Allemagne, il a soutenu que l'AfD n'était pas un instrument démocratique, que l'interdiction du parti était une possibilité. Pourquoi ? Quiconque s'oppose au cœur libéral de notre Constitution ne peut être ni juge, ni enseignant, ni soldat. Les ennemis de la Constitution peuvent également être exclus des fonctions d'administrateur, de district ou de maire. Et tout ça s'appuie
sur la possibilité d'exprimer un sentiment identitaire, patriotique et de dénoncer l'immigration. Cela est considéré par la pseudo-démocratie libérale comme une attaque contre ce qui fait son cœur institutionnel et politique. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Ils mettent dans la Constitution la possibilité d'empêcher de vivre ceux qui veulent tout simplement rester maîtres chez eux, qui est, vous l'avez très bien dit Valentin, qui est un sentiment naturel, qui est partagé par absolument toutes les nations, tous les peuples du monde, sauf dans notre Occident, vraiment qui est le malade du monde. Absolument. Il y a quelques semaines d'ailleurs, comme petite note en bas de page, il y avait un candidat AfD pour l'élection du maire de la ville de Ludwigshafen qui avait été exclu de la course parce que il avait critiqué à un moment l'immigration et parce qu'à un autre moment il avait fait référence à l'œuvre de Tolkien. Et donc forcément, Oui. quand on cite de Tolkien, on est d'extrême droite, on est exclu des élections. On en est là, quoi. Auteur fasciste bien connu. Non, ça rappelle Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Or, qui définit qui sont les ennemis de la liberté? C'est plus compliqué. On va finir par deux petites questions quand même. On a commencé à l'évoquer avec vous, David Engels, ce côté en parallèle de cette dérive liberticide, la dégradation en fait de nos sociétés occidentales, qui font que peut-être malheureusement aujourd'hui, dans la perspective d'une reprise du pouvoir, du destin national, le temps politique n'est plus assez suffisant pour reprendre en main véritablement les choses. Et donc, ça amène à cette idée que je sais sur laquelle vous travaillez beaucoup, vous, David Engels, et puis Romain Petitjean, du côté militant, à savoir le fait de vouloir constituer parfois des noyaux militants communautaires qui sont là encore un peu naturels. Hein. On peut avoir envie de vivre avec des gens qui partagent ces valeurs, mais qui sont de plus en plus surveillés également. Donc, quelle perspective en fait vous voyez pour l'avenir sur ces sociétés occidentales et sur les gens à l'intérieur de ces sociétés qui veulent garder un attachement à leur patrie? Oui, en effet, on a dépassé depuis de nombreuses années le point de non-retour, d'une restructuration ou d'une refonte organique de nos sociétés. Je veux dire, l'immigration de masse a atteint un tel point, la dette a atteint un tel point, la désindustrialisation a atteint un tel point, la chute démographique, etc., etc. On en est à un point où, tôt ou tard, nos sociétés, surtout en Europe occidentale, peut-être pas autant encore en Pologne, en Hongrie, etc., mais surtout en Europe occidentale, vont devenir ingouvernables et où, au fond, on ne peut plus faire grand-chose. Là, actuellement, je crois que l'intérêt principal des élites au pouvoir, c'est de permettre actuellement cette grande braderie de la classe moyenne qui est absolument exsangue et qui, notamment aussi par les mesures climatiques ou autre chose, est obligée maintenant de plus en plus à vendre le peu de choses qu'ils ont et donc à permettre à certaines grandes entreprises comme BlackRock ou d'autres à encore bien se remplir les poches, mais bientôt il n'y aura plus grand-chose. Et donc c'est probablement ce moment-là où le système en place va discrètement laisser le pouvoir à la droite pour pouvoir ensuite dire, voilà, au moment où la droite a pris le pouvoir, bah, tout s'écroule, voilà. Donc c'est un peu vers ça qu'on se dirige et probablement comme conséquence des années, peut-être même des décennies, où l'Europe ne va plus du tout pouvoir se remettre de cela. Et donc il s'agit déjà maintenant de préparer des sociétés parallèles, d'essayer de s'organiser, d'essayer de s'entourer de gens qui penseraient un peu comme nous, d'essayer de fortifier aussi d'un point de vue spirituel finalement nos différentes positions pour créer justement des havres de paix un peu partout qui peuvent survivre quelque part à cette crise qui s'approche à grands pas. Et je crois que la France, très probablement, va être le premier pays à subir cela de plein fouet, mais elle sera immédiatement suivi des autres pays européens qui, à cause de l'Union européenne, à cause du marché commun, etc., sont insécablement liés aussi au destin de la France. Donc il reste assez peu de temps pour construire justement maintenant, au moins d'une manière fragmentée, une société européenne digne de ce nom qui pourrait survivre à ces années à venir et être alors en effet le noyau d'une reconstruction que j'espère de toutes mes forces. Bon, vous n'avez pas l'air très optimiste, mais c'est difficile de vous donner tort. Le mot de la fin pour Romain Petitjean.
pense qu'il faut se défier. Ah, on a perdu Romain Petitjean, je crois. On a Pourtant, perdu. j'avais Ah, espéré allô, qu'il vous m'entendez? c'est bon, on vous a retrouvé. Oui. Tout va bien. Voilà, je pense qu'il faut se défier d'une vision pessimiste. L'histoire est ouverte, l'histoire est tragique. Il faut avoir confiance en nos peuples, en leur génie, en leur puissance. Alors certes, nous sommes atones, nous sommes martyrisés. Clairement, le peuple historique, le peuple autochtone est martyrisé. Il faut se défier, voilà, d'une certaine de l'idée de la fuite ou de l'abandon. Il faut conserver ce que nous sommes, il faut conserver l'être historique, il faut conserver ce que nous sommes dans notre chair. Ça passera peut-être par Goebbels dit à mots doux, par des sanctuaires. Finalement, un sanctuaire, c'est l'endroit non pas de fuite, mais de repli où on entretient une forme pratique pour de meilleurs moments. Il faut qu'on Je crois qu'on a quelques soucis de connexion avec Romain Petitjean. En tout cas, on a bien compris quand même le propos, c'est-à-dire voilà, sanctuariser et puis préparer le pire en espérant le meilleur. Allez-y, quand même un dernier mot, je crois. Oui, Romain Petitjean. un dernier mot, alors j'espère que ça va se connecter. Nous donnons le 11 avril 2026 rendez-vous à la Maison de la Chimie en tant que colloque Iliade, puisque c'est le thème les libertés. Bon, la liberté, on l'a eu, donc 11 avril 2026 à la Maison de la Chimie pour le colloque de l'Iliade. Je suis désolé Romain Petitjean, on a eu quelques soucis de connexion sur la fin, mais on a compris l'essentiel de votre message. Et puis on partage évidemment cette inquiétude. On rappelle quand même ce mouvement sur les réseaux sociaux, donc initié par Liselotte Dutreuil de Ligne Droite, Montrons le réel, et puis la cagnotte pour Jean-Eudes Gana pour soutenir son action judiciaire contre une décision qu'on peut sans peine qualifier d'inique. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous? Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, le RIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas nous avec le gouvernement, eh bien on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Sérafine et de sa bande. Et puis on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles, Donc voilà, mes petites, vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange, on a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant, si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. Toxin-media.fr/nous.